ils m'ont donné la chance de voyager à l'étranger, de faire des rencontres et d'expérimenter des choses que eux n'ont pas pu expérimenter. Donc déjà, je pense que grâce à eux, comment dire, je ne peux pas dire que je suis meilleure qu'eux, ce serait pas juste, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Mais ils m'ont donné la chance d'expérimenter des choses qu'ils n'ont pas pu expérimenter. Et moi, maintenant, je donne à mes enfants déjà la sagesse de mes parents, plus ce que moi j'ai appris. Et j'ai confiance, enfin, en tout cas, c'est mon but, c'est qu'ils soient meilleurs, qu'ils n'aient pas mes défauts, qu'ils n'aient pas toutes mes limites. Donc après, ils ont aussi leurs défauts et ça, on peut rien faire. Mais en tout cas, j'espère leur avoir donné des outils simples pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et être heureux. Je pense que le but, c'est ça, non? En tant que maman, c'est quoi notre but? C'est qu'ils sachent être heureux sans dépendre de quelqu'un d'autre, finalement, sans dépendre d'un mari qui va les rendre heureux, sans dépendre d'un job qui va les rendre heureux. C'est d'être heureux tout seul, là, de se suffire à eux-mêmes. Comment avoir des enfants sages? Allez, levez les mains, les parents qui ne se sont jamais posé cette question. C'est le titre de l'émission du jour et j'ai le plaisir de recevoir une personne qui s'y connaît. Elle s'appelle Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent? Oui, donc je suis Hélène Tong. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc 2 enfants qui ont la chance d'avoir une double culture, donc la française et la chinoise qui est celle du papa. Et tu es aussi la fondatrice de Éduquer avec sagesse. Voilà, toute cette aventure familiale m'a donc poussée à fonder le blog Éduquer avec sagesse, la chaîne YouTube et puis la communauté des parents qui recherchent à puiser dans la sagesse pour éduquer leurs enfants. On va démarrer dans l'émission Parentalité ancestrale. Nous avons le moment vérité. Il s'agit de répondre à une question en choisissant une couleur. La couleur or qui représente les valeurs, la couleur verte qui représente le lien et la couleur noire qui représente l'expérience. Quelle couleur choisis-tu? Je voudrais mélanger les trois, mais parce qu'on a besoin de toutes. Mais je vais prendre l'or parce que c'est aussi la couleur impériale dans la culture chinoise, le jaune. C'est un jaune bien particulier et ça m'inspire beaucoup pour le blog. Justement, c'est très bien parce que j'ai eu du mal à choisir le nom de cette couleur qui n'est ni jaune ni vraiment or. Alors, tu vois, souvent, j'hésite entre jaune et or. Je n'ai pas trouvé un nom, le nom parfait, c'est ça. J'aime beaucoup une couleur impériale. Donc, les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs qui te guident, aussi bien dans ta vie de femme, de maman que d'entrepreneur? Souvent, c'est lié. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi de transmettre à tes enfants et au monde? Ah, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup travaillé sur les valeurs justement pour retrouver des racines, retrouver quelque chose de solide sur lequel on puisse s'appuyer, nous en tant que parents, et puis l'apprendre aux enfants aussi pour qu'ils soient autonomes. Et franchement, les 3 valeurs, il y en a 3. Il y en a 3 qui me guident. Elles sont très simples. Et je les ai trouvées dans une méthode de Qigong que je pratique qui s'appelle le Falun Dafa. Et les 3 valeurs sont celles-ci. Donc, c'est l'authenticité, la bienveillance et la patience. Oh, la patience. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, je ne sais pas, du quotidien? Comment est-ce que tu mets en œuvre ces 3 valeurs? Alors oui, c'est vrai que ces 3 valeurs-là, elles se prêtent vraiment à la pratique au quotidien. C'est-à-dire que, bon, moi, quand j'ai découvert cette méthode, ce qui m'a plu, c'est qu'on la met en pratique tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de théorique qu'on étudie. C'est quelque chose qu'on pratique, par exemple, avec les enfants. Ben, on a beaucoup d'occasions d'être patient. Et ce qui est formidable dans ces 3 valeurs-là, c'est que, en fait, dans la patience, il y a de la bienveillance. Dans la bienveillance, il y a de la patience. Et il y a aussi donc authenticité. L'authenticité, elle doit être partout, selon moi. C'est apprendre aux enfants à être vrai, agir vrai, parler vrai. Et donc,
en fait, pour tous les problèmes de la vie, que ce soit avec les enfants, avec le travail, avec la famille, etc., franchement, ces 3 mots très simples, j'arrive souvent à désamorcer les choses et à apprendre surtout aux enfants à utiliser ça comme un trésor, comme un outil pour eux-mêmes être bienveillants, être patients et être authentiques. C'est magnifique. Merci. Ça me touche beaucoup ce que tu partages. Nous arrivons au deuxième moment de cette émission, qui est le moment tant attendu. C'est vraiment le moment où on va pouvoir connecter avec ta transmission. C'est le moment, la vision de l'invité. Quelle est ta vision? Comment éduquer avec sagesse? Oula, on pourrait écrire un livre là-dessus. Comment éduquer avec sagesse? Alors voilà, c'est très simple. En vérité, en tout cas, d'après ce que j'offre aux parents, ce sur quoi je travaille tous les jours, c'est avoir des outils très simples. Parce qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête, on n'a pas le temps de faire des recherches, on fait des formations, on fait chacun un travail, mais moi, ce que je veux donner aux parents, c'est des choses très simples. Par exemple, je crée des fiches. Par exemple, à table, il y a 2 fiches qui permettent d'avoir les bases pour manger sain, pour manger bien, pour être bien à table ensemble, avoir l'harmonie à table, etc. À la fois pour la nutrition, à la fois pour l'harmonie familiale, le moment de partage du repas. Donc, c'est des fiches très simples. Donc, comment éduquer avec sagesse? Eh bien, la solution que j'ai trouvée pour moi, d'abord, au début, je l'ai vraiment fait pour moi, et après, je le fais pour les autres. Eh bien, c'est des fiches très simples qui résument les points essentiels. Donc, pour manger, on n'a pas besoin d'en apprendre des tonnes, des livres, des règles à non plus finir qui, pour les enfants, c'est impossible à apprendre. Donc, j'essaye toujours d'avoir 3, 5, 6 règles maximum pour tout, donc à table, pour étudier, pour se comporter avec les parents. Donc, mon astuce, moi, c'est les fiches. Et donc, ces fiches-là, je les crée en allant chercher dans la sagesse. Alors, beaucoup celle de Confucius, qui m'a beaucoup inspirée. Mais parfois, j'interviewe, par exemple, j'ai interviewé une médecin traditionnelle chinoise qui m'a transmis beaucoup d'astuces pour bien manger, pour apprendre aux enfants à bien manger. Donc, je vais chercher la sagesse chez ces gens-là, soit dans des livres, soit chez des personnes, et je les résume en des fiches qui sont ultra courtes, ultra simples. Et donc, moi, je les affiche à la maison. Donc, j'en ai qui sont dans mon bureau ici, là, tout autour de moi. Et puis, j'en ai sur la table en bas. J'ai déjà vu des mamans qui les affichent sur le frigidaire, etc. Voilà, c'est des fiches de 5 à 10 idées, 10 conseils. Et en fait, le but, puisque tu parles de pratique, comment on fait? Eh bien, c'est que non seulement nous, on les lit de temps en temps avec les enfants. Donc, l'enfant, je sais que mon fils, par exemple, il s'assoit sur le fauteuil dans mon bureau et il les relit tout seul sans que j'ai besoin de lui dire. Et ça le fait réfléchir. Et je sais que tu sais, c'est comme une sagesse. Certains lisent des livres pour s'imprégner de sagesse. Et bien là, c'est des principes de sagesse. On les lit, on les relit et ça rentre au fur et à mesure. Ça nous inspire. Ça fait son travail sans avoir besoin de forcer. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement avec sagesse? Comment on peut faire pour avoir des enfants sages? C'est aussi le titre. C'est vrai que c'est un peu un rêve qu'on a tous parce qu'on est fatigué, on est stressé, on est nerveux et quand les enfants crient, parfois on n'a pas la patience, parfois on a des idées négatives, et c'est vraiment dur, c'est vraiment un défi. Et la conclusion, enfin une conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est vraiment que l'éducation, c'est pour moi et pour les mamans qui me suivent, c'est un chemin de développement personnel. C'est-à-dire que nous, les mamans, on grandit en même temps que l'enfant. Et donc, moi, en devenant plus sage, mon enfant devient plus sage. Parce que nos enfants, ils copient tout ce qu'on fait. Et surtout, je pense que quand on s'imprègne de sagesse, qu'on fait un travail sur soi, on le rayonne et l'enfant le sent, l'enfant le copie et il l'intègre. Et il voit, tiens, maman, elle est calme aujourd'hui. Ça l'inspire et on n'a pas besoin de forcer les choses. C'est dur d'avoir des enfants sages. Vraiment, ça ne se décrète pas. Je ne sais pas s'il y a une méthode, mais en tout cas, pour moi, la seule méthode possible, c'est vraiment de travailler sur nous, de nous devenir meilleurs. Et surtout aussi, ça ne suffit pas. Hein, ça suffit pas parce que s'il suffisait de travailler sur nous pour que les enfants deviennent meilleurs, ce serait formidable parce on ferait ça toute seule en fait. Mais non, selon moi, le défi, en tout cas ce qui me passionne, c'est qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants pour qu'ils aient envie
de gérer la colère, de se libérer des émotions négatives. Qu'est-ce que je leur transmets? Donc, c'est un choix, c'est de sélectionner. Alors, on est toutes les deux passionnées par l'éducation, il y en a beaucoup maintenant. Donc, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de formations. Je pense qu'elles jouent toutes un rôle positif. Simplement, parfois, on n'a pas le temps d'étudier tout, de mettre tout en pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on va… Moi, c'est pour ça que je fais ces fiches, c'est pour vraiment de condenser, un concentré de sagesse que je trouve donc chez Confucius et chez des personnes qui savent, comme cette médecin nutritionniste que j'ai rencontrée, et de concentrer tout ça en des règles ultra simples. Et on n'a plus besoin de se prendre la tête. Et donc, au contact de cette sagesse, l'enfant va devenir sage. Mais il n'y a pas de méthode miracle. C'est vraiment du travail aussi pour nous. Tout à fait. Et de toute façon, la définition d'enfant sage varierait selon les parents, la culture, l'environnement, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup quand on me dit comment on fait pour avoir un enfant sage. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'un enfant sage? Parce qu'un enfant sage, pour moi, n'est peut-être pas un enfant sage pour toi. Il y a des personnes pour qui un enfant sage, c'est un enfant qui… Enfin, il y a le fantasme absolu, j'aime beaucoup rire avec ça. Le fantasme absolu, c'est un enfant qui dit « Oui, maman, d'accord, maman, tout ce que tu veux, maman », etc. Mais ça n'existe pas, évidemment, c'est pas possible. D'ailleurs, si mon enfant faisait ça, je m'inquiéterais, moi, Nadège en tout cas, je me dirais qu'il y a un problème. Donc, tu as totalement raison. Un enfant sage, parent sage, enfant sage, et ça c'est un proverbe africain. Donc, plus nous travaillons à grandir en sagesse, plus l'enfant aussi grandit en sagesse. Et c'est un chemin pour tous les deux finalement. C'est un chemin. Exactement. Le chemin, c'est vraiment une belle image. C'est vraiment un chemin, on avance ensemble. C'est pas comme si, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents rejettent, c'est pas les parents seulement, c'est dans les médias, partout, on rejette le passé, on rejette les valeurs anciennes parce qu'on pense que ça consistait à imposer à l'enfant une façon d'être par la force, par la violence, etc. Or, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a fait travailler, c'est qu'on puise donc, au milieu des incertitudes du monde moderne, parce qu'on vit tous dans un monde difficile et compliqué, on peut trouver l'espoir dans les anciennes valeurs qui ont inspiré l'humanité pendant des milliers d'années. C'est-à-dire que, par exemple, Confucius, c'est un sage qui a inspiré des générations et des générations dans toute l'Asie pour arriver à un résultat. On le constate, un enfant asiatique en général, bien sûr, il ne faut pas faire de généralisation, mais en général, moi j'en connais beaucoup, j'ai ma belle famille qui est asiatique, etc. J'ai vraiment beaucoup d'amis chinois. On voit bien une différence entre les deux. Et ça vient d'où? Ça vient de la culture, ça vient de ce dans quoi ils grandissent. Donc là, Confucius, il a une influence vraiment qui a dépassé les frontières et qui a dépassé les époques. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années en Chine, on a éduqué les enfants selon Confucius. Alors aujourd'hui, on voudrait comment dire, en faire un portrait d'un patriarche, etc. En vérité, quand on lit ses écrits, on se rend compte qu'il y a même la bienveillance des enfants envers les parents et des parents envers les enfants. La bienveillance, c'est vraiment le socle. Et il y a une règle qui m'a beaucoup fait, qui m'a vraiment surprise quand je l'ai lue, c'est que les enfants doivent pouvoir dire aux parents ce qu'ils voient qui n'est pas juste en eux, le dire avec gentillesse. Et en fait, ça, c'est très puissant parce que, par exemple, moi, j'ai arrêté le café grâce à mon fils. Mon fils m'a dit, mais maman, faut vraiment que tu arrêtes le café, tu t'en remplis tous les jours, là, c'est pas bon pour toi, etc. Regarde, quand tu laves l'évier, le café, ça fait tout noir, etc. Et il m'a aidé, en fait, c'est les paroles sages de mon enfant, gentil, patient, calme, qui me le disait régulièrement. Et un jour, j'ai dit, OK, c'est bon, c'est fini le café. Et c'est vraiment grâce à lui. Donc, on voit bien que dans la sagesse du passé, il n'y a pas de violence du tout, en tout cas chez Confucius. Il y a beaucoup de bienveillance, y compris, il a pris en compte le fait que les enfants peuvent aider les parents à devenir meilleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est très inspirant. Absolument. Mais c'est ça, en fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'amalgames aujourd'hui par rapport à la sagesse des anciens, notamment parce qu'on reste… il y a eu cette grande vague il faut absolument, enfin, d'éducation bienveillante où on comprend mal, on croit que
l'éducation bienveillante signifie être absolument bienveillant et accepter tout chez l'enfant, alors que, qu'on veuille ou non, nous sommes des modèles. Et quand on est un modèle, quand on est le leader d'une famille, quand on est entre griffes, ce que j'appelle le chef de meute, hein, c'est vraiment inspirer l'enfant par notre attitude et être inspiré par la sagesse de l'enfant. Et c'est ça aussi, hein, c'est ce que tu m'inspires avec ce que ton partage chez Confucius. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre dans la sagesse des anciens. Donc, ouais. Oui, oui, c'est vraiment un échange dans les deux côtés. Et c'est vrai que l'éducation bienveillante est très populaire, vraiment très répandue. C'est vraiment une bonne chose parce que ça nous tire tous vers cette valeur qui est universelle et que personne ne peut remettre en question. C'est rare. Personne ne peut dire la malveillance, c'est bien. Tout le monde est d'accord pour dire la bienveillance, c'est bien. Le problème, c'est que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que, pour plein de raisons, on vit dans un monde dur, violent, et la bienveillance, ça ne va pas de soi. On ne la voit pas à la télé, pas beaucoup. On ne la voit pas beaucoup dans les films. Et même dans les jeux d'enfants, dans les jeux vidéo, évidemment, je ne comprends pas, en fait. Les jeux vidéo, c'est d'une violence, mais c'est impensable. Enfin, pas tous, bien sûr, il y en a qui sont bien, mais comment on peut exposer nos enfants à autant de violence et comment, après, vouloir leur enseigner la bienveillance, c'est très difficile. Donc, la bienveillance, ça va vraiment pas de soi, ça s'apprend. D'ailleurs, pour nous, les premiers, on doit l'apprendre parce que, bah, moi, en tout cas, ça n'allait pas de soi pour moi. En tout cas, j'ai vraiment dû l'apprendre. Mais je crois que la bienveillance, c'est pas juste éviter les violences ordinaires qu'on appelle les fameuses VEO. Ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment apprendre comment je vais apprendre à mon enfant, lui aussi, à être bienveillant envers ses frères et sœurs, envers ses parents, envers les amis à l'école. Ça, c'est vraiment pas facile. Alors, bien sûr, on doit montrer l'exemple, mais ça suffit pas. Et en fait, ça lui servira toute sa vie. Donc, c'est vraiment puissant, l'éducation bienveillante. Et donc, c'est très bien que ce soit populaire. Et maintenant, moi, finalement, je fais la même chose, mais en puisant dans le passé. Tout à fait. Mais c'est ce que je prône aussi. Mais en fait, par rapport à l'éducation bienveillante et au fait que je pense que ce qui est important, enfin, en tout cas, moi, ce qui fait sens pour moi, c'est qu'est-ce que je veux transmettre à cet enfant. Hein? On revient tout le temps à ça. C'est qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je transmets par mon attitude. Et en fait, il y a un réalignement presque quotidien à faire entre ce que je souhaite et ce que je transmets et ce qui se passe. En fait, il faut vraiment rester connecté à qu'est-ce qui se passe et reprendre son pouvoir dans ça au quotidien. Et quand tu parlais des jeux vidéo, pour moi, mes enfants sont encore plus petits, donc du coup, ça commence plutôt dans les films, les histoires, tu vois, les petits dessins animés. On en regarde très, très peu, mais dans les livres, cette histoire de gentil, méchant. Nous, on en parle beaucoup en ce moment quand je dis à mes enfants, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Chaque personne a les deux facettes en soi, finalement. Et parce que même le méchant, son attitude s'explique par certaines choses. Et comment est-ce qu'on fait pour être bienveillant envers ce méchant-là? Parce que moi, je suis très attentive parce que j'ai dans mes accompagnements de parents actuellement, j'ai beaucoup de parents qui viennent en disant « Mon enfant, il est difficile. » On met des étiquettes où on enferme l'enfant. Et moi, j'amène le parent à défocuser, donc à ôter le focus de l'enfant, il est méchant, ok. L'enfant se comporte mal pour certaines raisons, c'est un cri de cœur, quelque chose ne fonctionne pas bien et on va plutôt aller voir un peu autour de ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que les choses se règlent en douceur. Et ça vient aussi de l'histoire, il est méchant, donc il a fait ça, il est méchant, tu vois. Et plus tard, bien sûr, il y a les jeux vidéo. Et quand on parle de bienveillance, pour moi, c'est ça aussi, c'est comment, moi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que j'enseigne à mon enfant sur voilà, ces rôles-là? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, c'est très juste, c'est très sage ce que tu dis. Dans chaque homme, il y a la bienveillance, même si parfois c'est dur à trouver, mais il y en a, parce que c'est des hommes. Donc, dans chaque homme, il y a quelque chose de sacré, quelque chose de sacré, donc de bienveillant. Et il y a la méchanceté aussi. Potentiellement, même quelqu'un qui nous paraît très bienveillant, par moment, il peut se comporter de manière malveillante. Et en effet, on ne peut pas le condamner comme étant malveillant parce qu'on l'a vu dans cette situation-là agir d'une manière qu'on désapprouve totalement. Et ça, c'est pas facile parce que je pense qu'on tombe tous dans le piège. Et comme tu dis, il faut toujours se réaligner. Alors, on a chacun des valeurs sur lesquelles on va se réaligner. Moi, je disais au départ,
Les miennes, c'est donc l'authenticité, la bienveillance, la patience. Quand j'arrive à me souvenir, parfois j'ai quelque chose qui me hérisse, que je ne peux pas supporter parce que j'ai été éduquée d'une telle façon, je pense qu'il faut être poli, qu'il faut respecter les autres, qu'il faut dire bonjour, etc. Puis je côtoie des gens de toutes les cultures. Par exemple, j'ai des amies chinoises qui viennent d'un pays où la vie est dure. Elles ont vécu des choses terribles, certaines de mes amies. La torture, par exemple. Et j'en ai une en particulier. Et tu vois, elle n'a pas été éduquée comme moi. Elle n'a pas vécu, voilà, on apprend, c'est-à-dire on est à un table, on dit bonjour le matin, on dit merci, etc. En plus, elle vient de la campagne, elle n'avait pas beaucoup d'éducation et en plus, elle a vécu des choses terribles. Donc, forcément, elle n'est pas comme moi, forcément, elle se comporte pas comme j'attends que chacun se comporte. Tu vois, en France, on a tous voilà, une idée de c'est quoi être poli, c'est quoi respecter les autres. Mais dans d'autres pays, et surtout dans des pays comme ça où les êtres humains sont vraiment maltraités et vivent des choses terribles qu'on n'imaginera jamais, comment je fais pour être tolérante parfois, même si je sais tout ce qu'elle a vécu, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et parfois, je ne supporte pas certaines choses qu'elle fait. Et je me dis, mais je me réaligne. L'authenticité, la bienveillance, la patience. Voilà, on n'est pas pareil. Je reste bienveillante. Je ne peux pas lui donner une éducation pour être comme moi. Et d'ailleurs, ce n'est même pas intéressant. Et si tout le monde était comme moi, ce ne serait pas intéressant. Et donc, c'est vraiment important ce que tu as dit, de voir que dans chaque homme, ou peut-être les animaux aussi, il y a du bon, il y a du mauvais. Et ça, c'est vraiment pas facile. Mais c'est un chemin, comme tu dis aussi. Waouh, merci pour ton partage parce que c'est très inspirant. En fait, tes valeurs, tu les utilises comme des phares. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Tu utilises comme un phare et en cas de tempête émotionnelle ou de doute ou quoi, tu te réalignes sur tes valeurs. Donc, tu reviens à bienveillance, authenticité, patience et ça te permet en fait de sortir de ton tsunami intérieur pour donner le cap en fait vers ce que tu as envie d'être et de transmettre au monde. Exactement, oui, c'est très beau l'image du phare. C'est vraiment la lumière, elle va loin, elle m'éclaire, mais elle est en nous aussi. Le phare, il est en nous et nous, on peut éclairer les autres aussi. C'est vraiment, c'est pour ça, je trouve qu'en allant chercher, moi j'étais un peu désespérée quand j'ai commencé à éduquer mes enfants, je travaillais à temps plein, je faisais 1 heure de route le matin, 1 heure le soir. J'avais un job stressant, comme beaucoup, je vivais à Paris. Et quand mes enfants sont nés, mais je n'étais pas du tout préparée, c'est-à-dire j'avais un désir d'enfant, mais comment on fait quand ils pleurent, mais quand ils pleurent mais sans arrêter le soir et que je suis fatiguée, je dois retourner au travail le lendemain. On est vraiment mis à l'épreuve de manière… c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant de comprendre. Et comment on fait en fait? On doit tout apprendre. En tout cas, j'ai dû tout apprendre. Je n'avais pas de maman ou de grand-mère qui soit proche de moi comme c'était le cas autrefois. On n'a plus ces conditions pour nous soutenir, nous aider. Et donc, j'ai cherché sur le web et je suis tombée donc sur plein d'articles sur l'éducation bienveillante, le cododo, le maternage proximal, etc. Tout ça, c'est formidable, je l'ai fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Mais après, quand ils grandissent, il y a d'autres défis. Donc, toujours, j'ai cherché. Et puis, en fait, on se rend compte que parfois, on tombe sur des conseils contradictoires. Et parfois, on ne s'y retrouve pas. Ou parfois, le médecin nous dit quelque chose, la grand-mère une autre chose, une amie encore une autre chose. Mais on fait comment? On est perdu. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise à la recherche de quelque chose qui a fait ses preuves dans l'histoire, dans toutes les cultures, quelque chose d'universel. J'ai dit non, mais ça doit exister quelque part, je vais le trouver, c'est pas possible. Et un jour, j'étais dans un train avec une amie chinoise. On revenait d'une colonie qu'on avait organisée pour les enfants et elle commence à me parler de Di Zigui. Alors, Di Zigui, je dis ah, c'est quoi? Elle me dit mais c'est un manuel d'éducation que tous les Chinois connaissent. Ça revient à la mode en Chine. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai pas lâché. J'ai pas lâché et dès que je suis rentrée à la maison, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai commencé à traduire les principes, c'était les principes des conseils et c'est ce fameux livre que tous les Chinois ont lu et que surtout tous les enfants, mais pas seulement en Chine, dans toute l'Asie, ont appris par cœur. Je dis tous, évidemment j'exagère, beaucoup d'enfants ont appris par cœur. Et en fait, j'ai relu récemment, c'est quoi ce manuel? Il est vraiment unique. Et en fait, il est unique pour plein de raisons. Déjà, chaque phrase est en 3 mots. Donc, pour les enfants tout petits, c'est très facile à apprendre. En plus, ça leur apprend la langue chinoise avec différentes formes de grammaire, une richesse de vocabulaire qui est pas trop, ni trop peu pour les enfants. Et en fait, dès l'âge de 3 ans,
il commence à s'imprégner de ce livre des 3 caractères, comme on l'appelle, Sun Tzu Jing. En fait, ça, c'est Sun Tzu Jing et il y a 10 degrés, il y en a 2. Sun Tzu Jing, c'est le livre des 3 caractères. Donc, tous les enfants, enfin, beaucoup d'enfants apprennent ça. Et donc, tout petits, ils sont en contact, même ils ne comprennent pas, mais ils sont en contact de ces mots. C'est des mots, tu sais, dans la culture chinoise, on dit que la langue chinoise, c'est une langue divine. Donc, elle est inspirée du divin. Et donc, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, beaucoup pensent qu'en étant au contact de ces caractères, tu vois, j'en ai derrière moi là, j'ai un ami artiste qui nous a fait ces calligraphies-là. Quand tu regardes un caractère chinois, il y a un monde qui s'ouvre. Et donc, les enfants, quand ils apprennent ces caractères, tout petits, ces phrases de trois caractères, ils commencent à s'imprégner de ça. Et après, ça fait son travail en eux, tu vois. Et donc, il n'y a pas d'effort à faire finalement. Pour les parents, il suffit juste d'être calme, de leur montrer l'exemple et de leur rappeler, c'est ce que je fais avec les parents qui me suivent, on rappelle juste à l'enfant, on ne s'énerve pas. Il a fait une bêtise, ok, on ne s'énerve pas. On prend le temps d'aller voir la fiche. On se souvient, tiens, tu te rappelles à quoi ça fait référence ça? Comment tu aurais pu faire dans ces cas-là? Comment tu aurais pu faire autrement? Tu te rappelles ce qu'il a dit Confucius? Et donc, on s'appuie là-dessus. Et nous, on n'a plus besoin de crier. Excuse-moi, je tape sur le micro à chaque fois là. On n'a plus besoin de crier, on n'a plus besoin de s'énerver, on n'a plus besoin de tout réexpliquer. Mais je t'avais déjà dit, mais tu ne te souviens pas, je vais devoir te réexpliquer encore. C'est plus la peine. On se repose sur un sage. C'est comme si Confucius était à la maison. On se repose sur lui. C'est comme un coach finalement. Il est là, il est tout le temps là. Donc, pour nous, ça enlève une grosse partie de charge mentale, comme on dit maintenant. Comme je disais tout à l'heure, savoir n'est pas pouvoir. C'est vraiment 2 choses différentes parce que moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient lu plus de livres que moi, plus de livres de parentalité positive que moi, mais qui n'arrivaient pas à appliquer tout simplement parce qu'ils sont déconnectés. C'est-à-dire que j'ai raconté une histoire qui est assez inspirante pour moi. Moi, chez mes jumeaux, quand ils avaient 3 ans, j'avais acheté une douzaine d'œufs chez le fermier du coin. Je les déposais voilà, un petit panier d'œufs ouverts. Donc, c'était voilà, des œufs de poule du fermier. Et je les ai laissés sur le plan de travail de la cuisine. Et j'étais avec ma fille. J'étais en train de faire un truc avec ma fille. Et je remonte. Et mes 2 jumeaux de 3 ans, ils se sont lancés les œufs sur la tête. Et voilà, ils ont été pleins d'œufs cassés, dégoulinants. Je les ai regardés. J'ai dit, OK, prenez la ramassette. Ils ont ramassé tout. J'ai donné une serviette, ils ont nettoyé. Puis, je les ai montés, je les ai lavés. Et je leur ai dit, je leur ai dit, ben, vous jouez avec les jouets. Ils savent ça parce qu'on a une affiche justement dans notre cuisine. On joue avec les jouets, on ne joue pas avec les affaires de maman. Du coup, conséquence, voilà, ils nettoient. Je les nettoie et j'en parle. Et puis, on en parlait encore 2 ou 3 fois. Et alors, une maman qui me dit, mais comment tu fais? Moi, je pourrais crier, je me serais mis dans toutes sortes d'états. Je dis, écoute, moi, je suis très connectée à mon enfant intérieur. Mais oui que c'est drôle, je comprends. Alors, je n'approuve pas le fait qu'il le fasse, mais je peux très bien comprendre en quoi est-ce que c'est amusant de lancer un petit œuf qui est comme un ballon, de le lancer et que ça casse et ça fait rire. Alors, je n'ai pas ri, j'ai vraiment été ferme, j'ai dit, je ne suis pas d'accord et j'ai montré le fait que je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mais je comprends parce que je suis connectée à l'enfant en moi. Donc, il y aura un parent qui n'est pas du tout connecté à ça, va dire, mais c'est pas normal, les œufs, mais comment il peut faire ça, etc. Ben, parce que tu es déconnecté de l'enfant que tu as été. Mais si c'est rigolo de jouer avec des œufs. C'est vrai. Et voilà. Donc, parfois, il y a plein de situations où on se met en colère contre nos enfants, où en fait, c'est parce qu'on n'est pas connecté à l'intérieur, quoi, à une logique enfantine. C'est comme cette histoire des enfants qui jouent dehors dans le jardin et qui rentrent dans la maison avec les chaussures sales. OK, ça met maman en colère parce que ça lisse la maison. Mais ils sont en train de jouer, en train de courir. Eux, ils ne pensent pas à la propreté de ta maison. Et donc, il y a plein de situations comme ça où on peut prendre du recul quand on comprend ce que c'est qu'un enfant. En Afrique, on appelle ça la nature de l'enfant. Ils disent tout le temps la nature de l'enfant, la nature de l'enfant. Mais la nature de l'enfant, c'est d'être dans l'instant, dans la joie, Voilà. Et maintenant, notre travail, évidemment, c'est de lui apprendre, écoute, OK, tu es dans la joie, mais tu dois faire attention à ça, à ça, à ça. Mais ça va se faire dans la douceur et la fermeté. Ça ne se fera pas dans l'explosion de colère, quoi. Bien sûr. Oui, oui, et en plus, ça nous rend service parce qu'on a toujours l'impression, moi, j'entends des jeunes qui disent, ah non, moi, les enfants, pas question,
après on n'a plus de vie, etc. Mais en fait, au contact de l'enfant, quand tu fais cet effort de te mettre à sa place, que tu te reconnectes à ton enfant, à ce que tu as été, c'est la joie. On retrouve la joie. On se dit, mais moi, quand je regarde mon fils qui me sourit, mais je dis, mais ce temps-là, il est précieux, il est éternel. Je voudrais qu'il dure tout le temps parce qu'on est déconnecté, on est dans nos soucis, on a ça à faire, on a tel objectif à atteindre. Et en fait, quand je vois mon fils qui me sourit, j'ai dit, waouh, mais c'est le soleil, c'est magique. Et moi, pourquoi je ne suis pas comme ça? Est-ce que je donne ça aux autres? Est-ce que je peux moi aussi avoir cette joie? Donc, je trouve qu'à leur contact, on réapprend la joie, on réapprend à être heureux. Ça nous ramène aux choses essentielles. Finalement, on s'en fiche qu'on n'a pas atteint les objectifs. On s'en fiche que le projet n'avance pas comme on veut. On a vécu cette joie avec les enfants. Parfois, je m'oblige à m'arrêter. Mon fils adore faire des tours dans le jardin. Alors j'ai prévu un truc, j'ai un horaire. J'ai dit non, je vais faire mon tour dans le jardin parce que là, je vais respirer le bon air. Il va être content, je le prends sur mon dos. Et il n'y a rien qui remplace ça, en fait. Tout le reste, ça n'a pas de valeur, en fait. Et il ne va même pas me faire perdre du temps parce que je vais me reconnecter à quelque chose qui est tellement plus important. Donc finalement, j'y gagne. On a l'impression qu'être mère aujourd'hui, c'est un sacrifice. Voilà, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire carrière, etc. Et franchement, moi, j'étais comme ça. Avant de pratiquer cette méthode Falun Dafa, avant, j'étais comme ça. J'étais la femme moderne, la jeune femme moderne, la working girl, comme on dit, qui voulait gagner sa vie, être indépendante, avoir son appartement à Paris, etc. J'ai eu tout ça. Et puis, le jour où j'ai eu des enfants, j'ai dû reculer sur, voilà, je ne pouvais plus sortir autant que je voulais sortir le soir. Eh ben non, ma petite, elle pleurait, elle n'avait pas envie de sortir avec moi, elle avait besoin de dormir. J'ai dû reculer. Au début, ça a été dur. Et maintenant, maintenant, je suis allée tellement loin que j'ai quitté le travail, Maintenant, je travaille à la maison, je suis libre, j'organise tout comme je veux. Et j'ai mis les enfants au centre. Et finalement, parce qu'ils m'ont tellement donné, c'est pas que je fais un sacrifice, c'est que les enfants, ça donne, en fait, ils nous donnent autant qu'on leur donne. C'est difficile de faire une balance, mais franchement, si on se donne un petit peu la peine, je crois on récupère beaucoup plus que ce qu'on a donné. Parce que si on les aide à être meilleurs, si on leur donne les clés, les outils pour être des bonnes personnes, des gens de bien, comme on dit, mais pas dans le sens politesse, non, pas dans un sens rigide, dans un sens où ils ont les outils en eux pour vraiment savoir comment réagir dans des situations difficiles, savoir comment gérer des conflits, savoir comment gérer un obstacle ou relever un défi, devenir des gens qui ont envie de réaliser des choses, mais vraiment de réaliser leurs rêves, par exemple, qui savent se donner la peine. Si on arrive à transmettre ça aux enfants, mais ils seront meilleurs que moi, mes enfants. D'ailleurs, je le vois déjà. Tout ce que j'ai appris, moi j'ai eu la chance de voyager, j'ai vécu au Canada, en Chine, et donc j'ai accumulé des choses. Et donc maintenant, je leur redonne tout ça. Et franchement, ce qu'ils ont à leur âge, mais moi, je n'avais pas du tout, même si mes parents étaient des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'aime beaucoup, et ce n'est pas la question. La question, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas... Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu me donner parce qu'ils n'avaient pas reçu, parce qu'ils n'ont pas pu faire certaines rencontres, etc. Moi, j'ai fait ces rencontres. Tout ce que mes parents m'ont donné, déjà, c'est mon socle. Ils m'ont donné la chance de voyager à l'étranger, de faire des rencontres et d'expérimenter des choses qu'eux n'ont pas pu expérimenter. Donc déjà, je pense que grâce à eux, comment dire, je ne peux pas dire que je suis meilleure qu'eux, ce serait pas juste, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Mais ils m'ont donné la chance d'expérimenter des choses qu'ils n'ont pas pu expérimenter. Et moi, maintenant, je donne à mes enfants déjà la sagesse de mes parents, plus ce que moi j'ai appris, et j'ai confiance, enfin en tout cas c'est mon but, c'est qu'ils soient meilleurs, qu'ils n'aient pas mes défauts, qu'ils n'aient pas toutes mes limites. Donc après, ils ont aussi leurs défauts, et ça, on peut rien faire. Mais en tout cas, j'espère leur avoir donné des outils simples pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et être heureux. Je pense que le but, c'est ça, non? En tant que maman, c'est quoi notre but? C'est qu'ils sachent être heureux sans dépendre de quelqu'un d'autre, finalement, sans dépendre d'un mari qui va les rendre heureux, sans dépendre d'un job qui va les rendre heureux, c'est d'être heureux tout seul, là, de se suffire à eux-mêmes. Merci beaucoup pour ton partage. Et là, oui, c'est ça.
On revient à comment éduquer avec sagesse. Et là, tu as donné plein de clés. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez, vous qui nous regardez, mais Hélène, là, tu as tout dit. C'est vrai ça. Au final, qu'est-ce qu'on cherche? Et moi, c'est aussi cette question, moi, qui me guide tout le temps. Quel est mon but ultime avec mes enfants? Et quand on se pose cette question et qu'on se réaligne à ça, on fait des choix beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Quand tu parles des choix par rapport aux écrans, à la limitation des écrans, quand on parle aux sorties, qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je n'autorise pas? Comment est-ce que, qu'est-ce que je souhaite? C'est que mon enfant soit heureux et soit heureux dans le long terme, évidemment. On ne parle pas du plaisir à court terme. Et quand on se réalise sur ça, en fait, on fait de meilleurs choix pour eux, quoi. Oui, le court terme, tu as raison de dire ça. Le court terme, c'est vrai que c'est très dur d'être parent parce qu'on doit parfois les priver de choses qui peuvent les rendre heureux à court terme. Qui est tellement important, justement, aujourd'hui, de se reconnecter, en fait. Pour moi, c'est essentiel et c'est pour ça que j'ai été touchée par ton message. Quand j'ai lu le titre de ton blog, Éduquer avec sagesse, ça a tout de suite résonné en moi. J'ai dit oui, c'est ça, c'est vraiment ramener de la sagesse. Et la sagesse, c'est le bon sens, c'est la mesure, c'est l'équilibre. Ramener plus de sagesse dans notre façon d'éduquer, notre façon d'être, finalement, aussi au monde. Oui, c'est beau ce que tu dis, le bon sens, la mesure, l'équilibre, c'est tout ça. Et tu sais, dans la culture chinoise, il y a l'idée du juste milieu. Le juste milieu. Par exemple, quand j'étais jeune maman, je pense avec des enfants de ton âge, je disais à une maman qui a un enfant adulte, maintenant, je disais, mais comment je fais? Ma petite, là, elle n'arrête pas de dire non, elle est dure, je fais comment? Est-ce que je suis... Voilà, est-ce qu'il faut être sévère? Est-ce qu'il faut être cool? Comment je fais? Et elle m'a dit, elle a réfléchi un moment, et son grand enfant, il est vraiment, bon, il a une vie épanouie, il a un bon job, il a l'air heureux. Et elle me dit, mais il vaut mieux être un peu trop sévère qu'un peu trop laxiste, si tu dois choisir. Et donc, c'est tout le temps, on est tout le temps dans cet équilibre-là. Mais c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment, comme tu dis, s'aligner avec soi-même, revenir à ce qui est essentiel. Si l'enfant fait quelque chose qui nous agace, de faire un pas en arrière, de dire, OK, est-ce que c'est vraiment grave ce qu'il a fait là? Si c'est pas grave, OK, je lâche, je recule, je vais ailleurs. Et s'il y a de la gravité, évidemment, on intervient, mais se demander toujours, voilà, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est important? Il n'a pas dit les choses comme je veux ou il n'a pas, je sais pas. Il y a des choses qui sont vraiment pas graves et ça nous rend malheureuses aussi, nos mamans, parce qu'on s'énerve sur des choses qui sont pas importantes. C'est tellement bon ce que tu dis là. On s'énerve. Moi, une chose qui, moi, m'a interpellée, moi, j'ai un parcours particulier. J'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos. J'ai dit, j'ai eu, en 2008, on nous avait dit qu'on était stérile et on a eu notre fille en 2012. Donc, on a fait 5 années à se former, en tout cas, moi particulièrement, sur la parentalité. Je savais quelle maman j'avais envie d'être. Et quand ma fille avait 2 ans, hein, c'était une période un peu compliquée comme ça, elle renversait systématiquement son verre d'eau. Donc, elle avait son petit verre d'eau, elle le buvait et puis, clac, il tombait et il se renversait. Et un jour, je me suis mis dans un état de colère pour de l'eau, quoi. De l'eau. Aujourd'hui, je suis tellement plus calme. Je me dis, mais comment j'ai pu m'énerver? Mais c'est le manque de sommeil. Le manque, oui, le manque de sommeil, l'épuisement. Tu sais, quand on est une jeune maman, on peut être très, très fatigué. Moi, j'invite, hein, si quelqu'un nous regarde en étant jeune maman, à beaucoup d'indulgence envers soi-même, à beaucoup de douceur envers soi-même. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi pour revenir à cet état de calme et de paix? Et comme tu disais, recule, quoi. Est-ce que c'est si grave? Un verre d'eau renversé. Parfois, nous nous énervons, nous crions pour des choses. Voilà, c'est notre état du moment, en fait. Donc, Bien sûr. Oui, tu as raison de parler des mamans, à quel point elles sont fatiguées, comment dire, on attend beaucoup d'elles. On est au centre de tout, en fait. Voilà, notre mari a besoin de nous, la maison a besoin de nous, les enfants ont besoin de nous. Et même si, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine, qui m'aide à la maison, mais quand même, il y a un poids, il y a une charge, je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas résolu ça, mais l'autre jour, j'écrivais un article sur la différence entre enseigner et éduquer. Et j'ai trouvé cette citation de Charlotte Mason. Tu sais, c'est cette dame du 19e siècle qui a écrit beaucoup de livres sur l'éducation à la maison, l'instruction en famille.
Et elle dit, mais les mamans, prenez soin de vous, sortez jouer avec les enfants, comme les enfants. Quand vos enfants sont fatigués, vous les emmenez dehors jouer. Faites la même chose. Et ça m'a vraiment inspirée parce que je me dis, mais oui, moi, d'ailleurs, depuis que j'ai lu ça et même un petit peu avant, j'avais pris conscience de ça. Je sors tous les jours, je vais au parc, je fais mes exercices. Je fais, tu sais, il y a des espèces de machines là pour faire de la muscu, j'en fais un peu, j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune. Et vraiment, je me fais plaisir. Et les enfants jouent pendant ce temps-là et je me dis, mais vraiment, il faut s'offrir ça en fait. Pour Charlotte Mason, l'un des piliers de son instruction en famille, c'est la nature. C'est-à-dire que l'enfant doit être dans la nature 2 heures par jour. T'imagines combien d'enfants aujourd'hui sont dans la nature, déjà, petit 1, et 2 heures par jour, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui sont élevés dans le béton, ils sont élevés dans des murs au chaud, c'est même pas bon pour eux. Et quand ils sortent, c'est le béton. C'est le béton jusqu'à combien de mètres au-dessus de leur tête. Ça, c'est terrible pour les enfants. On ne se rend pas compte du mal que ça leur fait. Mais ce n'est pas la faute des parents. C'est la faute de voilà, l'évolution de la société est telle qu'on vit dans les villes en majorité. Mais c'est très triste pour les enfants. Et donc, en ville, on a un parc, il y a toujours un moyen d'être connecté avec la nature. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais pour nous aussi, les mamans, on en a besoin. Même si on a voilà, on a l'agenda de la maison, plus l'agenda de notre travail si on a un job, plus l'agenda de nos enfants, mais on gère plusieurs agendas en parallèle. C'est de la folie si on y réfléchit. En plus, on met des objectifs. Aujourd'hui, voilà, on veut être entrepreneur, on veut accomplir quelque chose, même quand on est à la maison. Donc, ça fait une pression énorme. On a vraiment besoin de sortir. En tout cas, c'est ce que je viens de comprendre et c'est ce que je conseille aux mamans. Si vous avez trop de pression, de stress. Il faut vraiment vous donner le temps de sortir, de faire des exercices. Ça peut être du jogging, ça peut être ou des petits exercices des abdos, ou ça peut être du qigong. Moi, je fais du qigong, le Falun Dafa, ça fait un bien fou. Il faut se l'offrir tous les jours parce qu'une journée sans, on accumule une fatigue et après, on ne se rend pas compte qu'on accumule jour après jour. Tout à fait. Merci beaucoup pour tes partages. On arrive à la fin de cette émission et c'est le moment du mot de la fin. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager pour résumer tout ça? Alors, une petite anecdote. Ben voilà, je parle beaucoup de mon fils. Alors, j'ai une fille aussi j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante pour moi. C'est juste que mon fils, c'est quelqu'un de très joyeux, qui est très proche de maman aussi. Donc, la fille commence à devenir un peu indépendante. Et mon fils, en fait, j'ai fait cette fiche-là sur les habitudes à table. Et dans les habitudes à table, il y a de faire une marche après chaque repas et de pas d'écran à table. Et bien, grâce à cette fiche que j'ai mise sur le mur depuis quelques années, maintenant, depuis que je fais le blog, eh bien, c'est mon fils qui m'aide à dire maman, pas d'écran à table. Parce que parfois, je ne peux pas m'empêcher. J'ai trouvé un nouveau YouTuber ou quelque chose qui me passionne et je ne peux pas m'empêcher. Mais grâce à ces fiches, à cette sagesse, comme tu disais, le sage qui est là, Confucius qui est là sur mon mur, grâce à lui et à mon fils, eh bien, il me ramène à la sagesse et à ce qui est bon pour nous parce qu'on oublie, on a l'impression qu'on a le savoir, on enseigne des choses à nos enfants, mais on oublie parfois, on est entraîné par le monde moderne. Et grâce à mon fils, eh bien, régulièrement, il me dit non, maman, pas d'écran à table. Et vraiment, je le remercie parce que franchement, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. D'ailleurs, si je fais un blog, je le dis souvent, maman, ce n'est pas parce que je fais ce blog que je suis sage et que je suis parfaite, loin de là. Je suis en train d'apprendre tout le temps et j'étudie encore beaucoup. Et vraiment, avec les enfants, j'ai un retour, j'allais dire un retour de bâton, au contraire, un retour de baguette magique. Parce que la baguette magique qui est sur ces fiches de sagesse, mon fils, il me l'applique régulièrement. C'est vraiment un chemin. Tu t'élèves en les élevant, c'est génial. Comment tu dis? Tu t'élèves en les élevant, ils te font grandir. C'est ça, exactement. J'aime beaucoup ça. Mais merci beaucoup, Hélène. J'ai été vraiment ravie de cet échange. Merci à toi, Nadège. Je te dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais oui, pourquoi pas. On a des points communs. On a cette sagesse-là. Elle ne vient pas du même coin du monde, mais je pense qu'elles se rejoignent, les deux sagesses. Absolument. C'est ce que je comprends de par notre partage
Et encore merci, c'est vraiment une vidéo enrichissante. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et je mettrai donc, comme je disais, le lien de ce que tu offres dans la présentation de la vidéo pour les personnes qui ont envie de te découvrir. D'accord. Merci Nadège et à bientôt. À bientôt, Hélène. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.